Bonsoir à tous, nouvelle édition du Grand Direct. Nous serons dans un instant en direct de Cisjordanie avec nos envoyés spéciaux. Situation toujours très tendue autour du village de Douma, là où un bébé palestinien de 18 mois a été brûlé vif vendredi dernier. La tolérance zéro, c'est ce qu'apprenait Netanyahou aujourd'hui. On y revient dans un instant, mais tout d'abord, le décès de l'une des 6 victimes de l'attaque au couteau lors de la Gay Pride de Jérusalem. Elle est décédée tout à l'heure des suites de ses blessures. Une adolescente qui n'avait pas encore 17 ans. Julia Ganancia devrait nous narrer ces événements. Mais nous avons, je pense, un petit problème technique, donc nous devrions retrouver tout cela d'un instant à l'autre. Ce qui devrait nous amener également à nous rendre dans un instant en Cisjordanie, à Douma, où des incidents ont éclaté de nouveau ce soir entre des manifestants palestiniens et l'armée. Mais tout d'abord, donc, le décès d'une des victimes donc, de cette attaque au couteau lors de la Gay Pride de jeudi dernier à Jérusalem, une adolescente de 17 ans, même pas, Julia Ganancia. Shira Banki avait 16 ans. La jeune fille, poignardée lors de la Gay Pride à Jérusalem, a succombé à ses blessures. Elle avait été admise jeudi soir dans un état critique à l'hôpital Hadassah de Jérusalem et était plongée sous coma artificiel. La famille de la jeune fille a indiqué qu'elle faisait don de ses organes et a exprimé sa tristesse dans un communiqué. Notre magnifique Shira a été tuée parce qu'elle était une adolescente de 16 ans, joyeuse, pleine de vie et d'amour, qui venait soutenir le droit de ses amis à vivre comme ils le veulent. Sans raison et à cause de la bêtise et de la négligence, la vie de notre si jolie fleur a été écourtée. Des malheurs arrivent aux gens bien et un très grand malheur est arrivé à notre incroyable fille. La famille exprime l'espoir d'un monde moins haineux et avec plus de tolérance. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a adressé ses condoléances à la famille. 2 autres victimes sont encore hospitalisées et 3 autres ont pu rentrer chez elles. Yishai Schlissel, le juif ultra-orthodoxe qui a poignardé les 6 participants de la Gay Pride, a subi un examen psychiatrique vendredi et a été déclaré apte à être jugé. Il venait de purger 10 ans de prison pour une attaque similaire qui avait fait 3 blessés lors de la Gay Pride de Jérusalem en 2005. L'attaque, qui a suscité des critiques sur l'inefficacité du dispositif de sécurité déployé par la police, a été immédiatement condamnée par la classe politique israélienne et les responsables religieux juifs. Et justement, le gouvernement israélien a réaffirmé aujourd'hui sa détermination à lutter contre les extrémistes juifs, notamment après la mort aussi de ce bébé palestinien de 18 mois dans l'incendie criminel de la maison familiale de Douma. L'enquête, pour l'instant, n'a pas permis de retrouver les auteurs, mais le ministre de la Défense propose, lui, d'élargir aux Israéliens la mesure dite de détention administrative qui est appliquée habituellement aux suspects palestiniens. Léa Berdugo. Un acte de terrorisme, une exigence de tolérance zéro. Les mots sont forts et rarement utilisés à l'encontre d'extrémistes juifs. Benjamin Netanyahou, soumis à de fortes pressions, a tenu à brandir un message de fermeté. Dans son viseur, les auteurs de l'assassinat d'un bébé palestinien brûlé vif et d'une attaque au couteau à la Gay Pride de Jérusalem qui a causé la mort d'une adolescente et blessé 5 autres personnes. Nous condamnons et nous dénonçons ces meurtriers. Nous allons les traquer jusqu'à la fin. C'est important de le dire à un moment où nous condamnons et où nous nous unissons contre les criminels issus de notre peuple. Cependant, ce discours ne convainc pas tout le monde. L'ancien président d'Israël, Shimon Peres, a indirectement dénoncé la responsabilité du Premier ministre, notamment pour ses propos prononcés à l'encontre des Arabes israéliens. Pour d'autres, c'est la politique nationaliste du gouvernement qui est en cause, et notamment la poursuite des constructions dans les territoires palestiniens. Le chef de l'opposition, Yitzhak Herzog, a appelé l'équipe gouvernementale à faire son examen de conscience. La terreur, c'est la terreur, point final. Les terroristes sont des terroristes, point final. Qu'ils soient juifs ou musulmans. Reprenons le chemin de la paix, c'est le seul moyen de garantir notre existence dans ce pays. Lors d'un rassemblement organisé samedi soir à Tel Aviv, l'oncle du bébé brûlé vif a poussé Benjamin Netanyahou dans ses retranchements. Il a demandé des efforts supplémentaires. Netanyahou a exprimé ses condoléances, mais nous demandons à l'armée israélienne et au ministre de la Défense d'assurer la sécurité de notre village
et celle de tous les autres villages occupés. L'armée qui a déployé des renforts dans les territoires palestiniens pour retrouver les auteurs de l'attentat commis en Cisjordanie. Le ministre de la Défense, Moshe Ya'alon, a autorisé la mise en détention administrative, c'est-à-dire sans charge et pour une durée indéterminée, d'extrémistes juifs. Alors évidemment, ce climat et cette tension rejaillit aussi dans la sphère politique. Bonsoir Dror Even-Sapir. C'est vrai que la tolérance zéro prônée par Benyamin Netanyahou sonne comme une sorte là de ligne rouge qui a été franchie. Oui, et d'ailleurs, premier élément d'information concernant la mort de l'adolescente qui avait participé à la Gay Pride à Jérusalem. La police fait son mea culpa, la police de Jérusalem, et elle admet ce soir qu'elle n'a pas été suffisamment vigilante pour empêcher que Yishai Shlisel, le meurtrier, ne commette son crime. Donc, le climat est à la prise de conscience, peut-être à l'examen de conscience, même du côté de la police, mais peut-être aussi d'une partie de la classe politique. Le climat est assez lourd. Le président de l'État, la personne qui est censée être la plus respectable dans la classe politique israélienne, Reuven Rivlin, qui a eu des mots très justes pour condamner à la fois les violences anti-homosexuelles et les violences anti-palestiniennes, le meurtre de cette jeune adolescente et le meurtre de ce nourrisson palestinien, sur Facebook, il a écopé de plusieurs insultes, voire de menaces, et la police a ouvert une enquête contre certains internautes qui, sur la page Facebook du président de l'État, Reuven Rivlin, ont cru bon de le menacer. Tout simplement, c'est dire l'état de tension. Maintenant, la question qu'on est en droit de se poser au-delà de l'enquête qui est en cours concernant l'attentat du village de Douma, c'est que va faire l'État ? Que va faire l'État pour éradiquer les poches d'extrémisme, de fanatisme israélien qui malheureusement ont sévi dans certaines marges du monde religieux en Israël, qu'il soit ultra-orthodoxe ou nationaliste ou ultranationaliste. Il y a quelques centaines de personnes qui sont prêtes à passer à l'acte, qui sont prêts à tuer des innocents. La police le sait, les services de sécurité intérieure le savent. Maintenant, qu'est-ce qu'il va être fait, encore une fois, au-delà de l'aspect purement sécuritaire? Est-ce qu'il n'y a pas des choses à faire au niveau éducatif? Est-ce que certains milieux n'ont pas bénéficié d'une trop grande complaisance? Deux exemples très récents. Les deux responsables de l'attentat contre l'église de la multiplication en Galilée qui ont été arrêtés n'ont écopé que de 2 ans de prison. Peut-être qu'une peine plus lourde aurait été la bienvenue. Ça, c'est une chose. Donc la justice a peut-être à se poser des questions. Et puis deuxièmement, les émeutes à Beit El la semaine dernière, où des jeunes exaltés lançaient par exemple des sachets d'urine contre les forces de l'ordre israéliennes, contre les policiers israéliens. Est-ce que là, ces jeunes n'ont pas non plus bénéficié d'une trop grande complaisance de la part de la justice, de la part également de certains politiciens? Alors l'idée soumise aujourd'hui par le ministre de la Défense d'élargir ce que l'on appelle la détention administrative, cette fois aux Israéliens et donc aux Juifs, est-ce que ça c'est quelque chose qui peut avoir un effet coercitif dissuasif? Probablement. Alors il faut savoir ce que c'est qu'une détention administrative. C'est détenir des suspects sans procès et alors que l'enquête les concernant est en cours. Donc c'est une mesure qui est controversée, à gauche comme à droite. Certains la rejettent parce qu'elle ne respecte pas complètement certaines règles de base des procédures judiciaires. Elle est appliquée assez massivement contre les terroristes palestiniens et avec parfois des résultats qui s'avèrent probants. Et là, il est question, nous dit le ministre de la Défense Moshe Ya'alon, de l'appliquer contre des terroristes juifs israéliens ou contre des Israéliens qui seraient suspectés d'activités terroristes. Et d'ailleurs, tout à fait, on l'a appris il y a environ 1 heure, le cabinet restreint en charge des questions de sécurité a approuvé la demande du ministre de la Défense, Ya'alon, de faire usage de ces détentions administratives et d'appliquer les règles de lutte antiterroriste contre les terroristes ou les personnes israélienne suspectée d'activités terroristes. On peut imaginer que ce gouvernement, justement parce que c'est un gouvernement de droite, va frapper un grand coup contre le terrorisme juif et israélien. Il s'agit d'une question de morale, d'une question d'éthique, d'une question politique et également d'une question d'image, de l'image d'Israël. On sait que la stature internationale d'Israël est mise à mal depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois. C'est la dernière des choses, là je parle un petit peu cyniquement, mais c'est ce qui vient de se passer, la dernière des choses dont le gouvernement Netanyahou a besoin. Alors, on va parler dans un instant des réactions côté palestinien, mais on va se rendre tout de suite à Douma, où se trouve Léa Volbert qui suit ce qui se passe et la situation. Léa, bonsoir. Et de nouveau tendue ce soir entre les Palestiniens et l'armée israélienne.
Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Je me trouve précisément, Jean-Charles, à l'entrée du village de Douma et la situation est légèrement plus calme ces dernières minutes depuis l'arrivée de l'armée israélienne. Mais il y a encore moins d'une demi-heure, c'était extrêmement tendu. Un groupe de jeunes Palestiniens, une cinquantaine au moins, est arrivé. Ils étaient tous très jeunes, une moyenne d'âge de 15 ans. Certains avaient même moins de 10 ans. Ils sont arrivés le visage caché, donc armés de pierres, au moins une centaine de pierres qu'ils avaient préparées, armés de lance-pierres également, et ils étaient fermement décidés à en découdre avec l'armée israélienne qui est arrivée quelques minutes plus tard de chaque côté de la route pour les encercler et qui a pénétré petit à petit dans le village pour forcer ces Palestiniens à se rabattre à l'intérieur du village. Entre-temps, ils ont eu le temps de mettre le feu dans plusieurs endroits autour du village puisque le paysage est extrêmement sec et facilement inflammable. Ils se sont donc servis de pneus notamment pour mettre le feu. Vous le voyez peut-être encore derrière moi. Des pompiers sont arrivés pour maîtriser les flammes, des ambulances également. Aucun blessé n'est à déplorer jusqu'ici. Alors Léa, il y a eu toute la journée des visites plus calmes cette fois dans ce village de Douma auprès de la famille touchée par ce drame, à la fois de juifs et d'arabes. Exactement. Parallèlement aux affrontements, eh bien, le deuil continue pour la famille d'Awajbe, dont la majorité vit dans ce village de Douma. Et au cours de la journée, ce sont des dizaines et des dizaines, voire des centaines de personnes qui ont défilé pour présenter leurs condoléances à la famille d'Awajbe. Des Palestiniens, bien entendu, qui sont venus de partout en Israël, mais également des délégations de juifs orthodoxes qui sont venus manifester leur soutien aux membres de la famille d'Awajbe, des catholiques également, notamment le curé de l'église de Naplouse. Je vous propose de l'écouter tout de suite. La seule chose que nous, on demande l'autorité israélienne maintenant, c'est de dire arrêtez et d'être capable de faire la paix avec les Palestiniens. Car cette terre sainte ne peut pas être pour un seul peuple, ne peut pas avoir un État juif comme les colons sont en train de penser d'avoir ce terrain juif. C'est un terrain saint car il y a toutes les religions qui se trouvent ici. Alors s'il arrive à faire la paix avec tout le monde et de mettre les mains l'un à côté de l'autre, et de construire des ponts et pas des murs qui divisent les gens. Voilà donc pour cette réaction. Merci Léa Volbert. On vous retrouvera tout à l'heure pour suivre l'évolution de la situation. Et si le calme se confirme donc maintenant après les incidents donc du côté de Douma, Dror Even Sapir, voilà qui nous ramène justement à la réaction des Palestiniens cette fois et de Mahmoud Abbas, car on a vu que Netanyahou a quand même pris soin de noter qu'il y avait une différence entre les réactions des Palestiniens quand les attentats visent des Israéliens. C'est vrai, le Premier ministre israélien a rappelé que certains terroristes palestiniens responsables de la mort de civils israéliens avaient des places et des rues à leur nom dans certaines villes palestiniennes. C'est vrai, c'est incontestable. En même temps, est-ce que c'est véritablement, ça fait véritablement avancer les choses de rappeler ce genre de phénomène? Alors bien évidemment, et c'est vrai, et c'est à l'honneur d'Israël, les terroristes israéliens, les terroristes juifs ne bénéficient d'aucune manière de complaisance, d'aucune complaisance qui serait à l'image de celle dont bénéficient, c'est vrai, les terroristes palestiniens dans certaines villes palestiniennes. Ça, c'est incontestable. Concernant la réaction palestinienne, Mahmoud Abbas a laissé entendre qu'il allait s'adresser à la Cour pénale internationale de La Haye. On verra si cette déclaration sera suivie des faits. Et puis, ce qui est intéressant tout de même, c'est qu'on a l'impression, pour l'instant en tout cas, que les émeutes palestiniennes, les affrontements entre Palestiniens et forces de l'ordre restent plus ou moins contenus. Et d'après certaines sources, d'après certains médias arabes, Mahmoud Abbas lui-même aurait donné l'ordre aux forces de sécurité de l'autorité palestinienne de contenir le plus possible les émeutes, d'empêcher le plus possible les tentatives d'attentats anti-israéliens, parce que là aussi, ça peut paraître un petit peu cynique, les Palestiniens bénéficient d'une vague de sympathie internationale après l'attentat de Douma. Une vague d'émeutes, une vague d'attentats anti-israéliens pourrait leur être tout à fait négative, tout à fait néfaste. Donc, pour l'instant, en tout cas, Mahmoud Abbas contient les tentatives d'attentats et fait tout pour que une vague d'émeutes ou une troisième intifada ne se déclenche pas dans les territoires de Cisjordanie. Voilà, on a vu en même temps qu'on vous écoute, Dror Even Sapir, on voit ces images dont nous parlait Léa Volbert, c'est-à-dire d'incendies allumés par des émeutiers palestiniens tout à côté donc du village de Douma où s'est produit donc ce drame et pour lequel, pour l'instant évidemment, pas
pas encore d'arrestation. On a parlé de quelques jours d'enquête, Dror. Pour l'instant, il n'y a pas de résultat tangible. Et non seulement pas d'arrestation, mais pas non plus de détention administrative, ne serait-ce dans les milieux extrémistes. Donc pour l'instant, effectivement, l'enquête semble piétiner, mais encore une fois, hein, on est loin de tout savoir et il y a une chape de plomb autour de cette enquête, c'est bien normal, il faut qu'elle se déroule dans les meilleures conditions possibles, les enjeux sont cruciaux, donc on peut imaginer que la police israélienne, surtout les services de sécurité intérieure, le Shabak, le Shin Bet, est en train de travailler d'arrache-pied pour retrouver les coupables. Aucune piste n'est écartée. Il est probable que dans les jours qui viennent, on en saura un peu plus. Merci Dror Even-Sapir. On va y revenir très largement tout au long de cette édition avec des invités pour évoquer évidemment cette situation très tendue. Je voudrais qu'on aille maintenant en Cisjordanie dans le Gush Etzion, qui est un endroit symbolique également, là où se trouvent plusieurs implantations israéliennes, implantations juives, et où a eu lieu ce soir une manifestation, on va dire, œcuménique. Bonsoir Maxime Pérez, des Juifs, des Arabes côte à côte dans cet endroit symbolique. Oui, absolument. Le carrefour du Gush Etzion est un endroit extrêmement symbolique. C'est ici qu'avaient été capturés il y a un peu plus d'1 an ces 3 adolescents israéliens tués par une cellule du Hamas. C'est aussi un lieu où il y a eu beaucoup d'attentats, d'attaques à la voiture bélier, d'attaques au couteau ces derniers mois, parce qu'il y a évidemment des tensions, mais c'est aussi un lieu de coexistence le plus souvent où vivent côte à côte des habitants juifs et des habitants arabes de villages environnants qui vivent littéralement aux côtés, à proximité d'implantations juives. Il y a même souvent une coopération économique, agricole. Et pourtant, ce soir, tous ces habitants juifs et arabes ont voulu se réunir, même s'ils étaient peu nombreux, pour marquer leur indignation après les événements de Douma. On a assisté à des prières en arabe, en hébreu, et puis il y a eu également la présence assez remarquée de l'ancien ministre Yair Lapid. Alors Maxime, il y a toujours un déploiement très important de soldats israéliens en Cisjordanie. Est-ce qu'on a des éléments justement concernant l'enquête ou la situation sécuritaire ? Écoutez, d'abord, pour ce qui est de l'enquête, il faut savoir que le cabinet de sécurité israélien s'est réuni un peu plus tôt dans la journée pour débattre des événements de Douma et de ce réchauffement attendu et même redouté en Cisjordanie. Pour l'instant, il a été demandé à l'armée de mettre tous les efforts en place pour mettre la main sur ces terroristes juifs. C'est ainsi qu'ils sont appelés par le gouvernement, et pour éviter que d'autres actes, d'autres crimes de haine ne se produisent en Cisjordanie. Et puis il y a aussi évidemment la crainte de représailles, d'attentats palestiniens. Et c'est pour cette raison que l'armée israélienne a déployé et continue de maintenir en Cisjordanie d'importants renforts. Il faut rappeler que quelques heures après l'attentat, l'incendie meurtrier de Douma, Tsahal, sur ordre du chef d'état-major, Gadi Eisenkot, a ordonné le déploiement de 4 régiments d'infanterie supplémentaires. Merci Maxime Pérez. On vous retrouvera un petit peu plus tard également pour d'autres détails sur cette situation. Le mystère du vol MH370. On se rapproche du dénouement maintenant que le morceau d'épave retrouvé sur une plage de l'île de la Réunion a été acheminé vers Toulouse, où l'expertise va avoir lieu cette semaine. D'autres objets sont même retrouvés sur cette même plage, mais ils sont actuellement étudiés pour être sûrs qu'ils proviennent bien d'un avion. Julia Ganancia. La mer continue peut-être de restituer les morceaux manquants du mystère du vol MH370. Des promeneurs ont remis ce dimanche aux forces de l'ordre des débris métalliques trouvés sur le rivage, 4 jours après la découverte d'un fragment d'aile provenant d'un Boeing 777 qui pourrait provenir de l'avion de la Malaysia Airlines disparu le 8 mars 2014. Sur l'île de la Réunion, la chasse au trésor est lancée. Peut-être une marche d'escalier, un rebord d'escalier, de marche d'escalier, ou pour entrer dans la Carlène. Je sais pas, c'est pas... Et vous avez trouvé ça où Sur le front de mer, non loin de là on a trouvé les autres débris. Près de 16 mois après la sortie des radars du vol MH370 avec 239 personnes à bord, la confusion règne sur les plages de l'île. Promeneurs et joggeurs traquent le moindre objet pouvant provenir de l'avion. Les nouveaux débris métalliques ont été remis aux forces de l'ordre locales pour qu'ils soient confiés aux enquêteurs de la gendarmerie des transports aériens. Mais pour l'instant, rien ne dit qu'ils appartiennent au MH370. Je le rapporte à tout à fait utile. Ce serait dommage que ça appartienne à l'avion et que je ne le ramasse pas. Maintenant, bon, c'est sûr que peut-être ça ne peut pas être ça.
Une réunion à huis clos est prévue lundi à Paris entre 4 responsables malaisiens et un des magistrats français chargés de l'enquête, un membre du bureau d'enquête et d'analyse et des gendarmes pour faire le point. Le fragment d'aile retrouvé à Saint-André a été acheminé près de Toulouse dans un laboratoire où il va être expertisé à partir de mercredi. Mais ce simple morceau de carlingue risque de ne pas suffire à résoudre la totalité de l'énigme. Les États-Unis et l'Égypte tentent de reprendre une relation normale. John Kerry, le secrétaire d'État américain, est au Caire pour évoquer à la fois l'accord sur le nucléaire iranien, mais aussi l'aide militaire américaine afin d'aider les Égyptiens à combattre les djihadistes. Solal Azerwal. Réchauffement du climat entre les États-Unis et l'Égypte. Tumultueuse depuis les événements de la place Tahrir et l'arrivée au pouvoir des frères musulmans, les relations américano-égyptiennes sont de nouveau au beau fixe. En tournée au Moyen-Orient, John Kerry relance le dialogue stratégique en annonçant la volonté américaine d'aider économiquement et militairement l'Égypte. Montant de l'assistance, 1,3 milliard de dollars par an. La rencontre entre le secrétaire d'État et son homologue égyptien, Sameh Choukri, est une opportunité. Le dialogue stratégique représente aujourd'hui une opportunité sérieuse pour l'Égypte et pour les États-Unis de revoir les alliances politiques, militaires et économiques entre nos deux pays. Dans un intérêt commun, ce dialogue stratégique doit être repris. Interrompue en 2009, la reprise du dialogue stratégique intervient à un moment clé. Le nord du Sinaï, théâtre de l'insurrection djihadiste, est déclaré zone en état d'urgence depuis 3 mois. Tirs de roquettes, attentats terroristes et assauts coordonnés sont revendiqués par Daesh. Primordial pour lutter contre le djihad, le dialogue stratégique se concentre particulièrement sur Province du Sinaï, le groupe terroriste local affilié à l'État islamique. Nous nous focalisons intensément sur le groupe État islamique et nous avons la conviction de faire des progrès. Ces 2 derniers jours, la Turquie a rejoint le cercle. Je sais qu'il y a toujours des inquiétudes quant aux conséquences éventuelles. Je peux vous assurer que les activités de chacun sont claires et définies. Pour asseoir cette assistance militaire, Washington annonce la livraison de 8 avions de combat F-16 à l'Égypte. Aux côtés du chef de la diplomatie américaine, son adjoint aux droits de l'homme. En marge du dialogue stratégique ou face au président Sisi, les 2 hommes évoqueront sans doute les inquiétudes de Washington sur les questions des droits de l'homme en Égypte. En cause, le procès reporté de 3 journalistes d'Al Jazeera, mais aussi la traque des partisans de Mohamed Morsi, le président renversé en 2013 et emprisonné depuis. Alors, réchauffement donc annoncé, est-ce qu'il est réel ou pas? On va en parler avec vous. Zvi Mazel, bonsoir, vous avez été ambassadeur d'Israël en Égypte. Vous êtes étonné ou pas de voir que les Américains finalement reviennent vers les Égyptiens après les avoir boudés quand même de manière ostensible? Nous ne sommes pas étonnés parce que la réalité les poussait les Américains vers cela, il n'y a pas de doute. Mais moi, je dirais qu'il s'agit d'une tournée des pots cassés. En ce qui concerne Kerry, n'est-ce pas? Après que l'Amérique a cassé les pots avec tous les pays arabes sunnites, qui représentent 85% du monde arabe et musulman. Ouais. Maintenant, ils ont compris qu'il y a quelque chose qui va pas mal. Ils ont donné la force, n'est-ce pas, à l'Iran, chiite, Iran, extrémiste, ou même à la Turquie. On voit ce qui se passe en Turquie, et au Qatar, qui est aussi un pays extrémiste qui soutient les frères musulmans. Et puis après, il regarde tout autour, l'Égypte a des problèmes économiques et sécurité avec l'État islamique au Sinaï. Donc, il se précipite, M. Kerry, pour expliquer, pour voir ce qu'on peut faire, comment sauver tout ça, comment sauver le Moyen-Orient. Parce que le Moyen-Orient actuellement, n'est-ce pas, le Moyen-Orient arabe sunnite, c'est vrai qu'il est un peu en ruine, c'est triste, mais quand même, il s'agit quand même de 250 à 300 millions de personnes. 22 pays, la moitié n'existe plus. Il faut sauver tout ça. Alors, M. Kerry arrive ici pour
expliquer aux Égyptiens que tout ça, ce n'est pas grave, on vous comprend, on va vous donner un peu d'armement, on va donc renouveler l'envoi d'équipements militaires, ce qu'il a fait il y a quelques jours déjà. Mais je crois que l'Amérique a perdu un peu la confiance des gens ici. Et regardez à l'Arabie Saoudite, le pays du Golfe, qui sont très proches de l'Iran et connaissent et savent très bien qu'ils sont visés par l'Iran. Et ils regardent Kerry, ils disent bon, qu'il vienne, on va voir ce qu'il a à dire. Il va nous vendre des armements, on va l'acheter. Mais l'Égypte n'a pas le choix. Elle doit se rapprocher de nouveau d'Égypte, que l'Égypte a des problèmes économiques et militaires extrêmement importants. C'est un pays faible, un pays très très mal développé, avec 50% des gens qui sont pauvres. Ce pays a besoin de Kerry. On va voir ce qu'il va proposer, ce qu'ils vont faire. Mais ça va mal, il n'y a pas de problème. Les ponts n'ont pas été réparés. On ne peut pas mettre un peu de colle et croire que tout va bien comme c'était. L'Égypte, et surtout Sisi, qui a demandé d'ailleurs, avait prié, quand il a pris le pouvoir, l'Amérique de l'aider. Il regarde l'Amérique maintenant qui vient vers lui. Il dit, bon d'accord, pour la presse, il faut dire que tout va bien, qu'on comprend, qu'on va travailler ensemble, etc. Que la région est plus sûre maintenant, a dit Kerry, avec l'accord sur le nucléaire iranien qu'elle ne l'était auparavant. Personne n'y croit. Personne n'y croit. Pas seulement nous, Israël, n'est-ce pas? Parce que, en fait, Kerry, son président, M. Obama, ont donné le Moyen-Orient tout entier dans les mains d'un pays comme l'Iran, qui fait du terrorisme avoué, déclaré. L'Iran continue à dire, n'est-ce pas, qu'elle va continuer ses actions terroristes, nous l'appelons terroriste, et ils appellent pour la révolution islamique permanente, qui vont continuer, n'est-ce pas? Et ils sont là, ils sont déjà très très présents en Syrie, en Irak, au Liban, au Yémen, n'est-ce pas? Et aussi en Israël un peu par le Hezbollah et par le Hamas. Donc il y a un problème extrêmement grave. Et on a beaucoup de mal, nous les chercheurs, on essaie de comprendre la politique américaine depuis quelques années. On n'arrive pas à comprendre. Parce que dès le début, si vous vous rappelez bien, quand Obama est arrivé au pouvoir, il a parlé très très bien de l'Iran et en même temps, il est allé au Caire pour parler aux musulmans, pour leur dire, nous sommes avec vous, avec tous les musulmans, on va voir. Mais ça ne marche pas. D'une part, il s'ouvre aux musulmans. Les 85% sont des sunnites. Et puis après, il dit, en ce qui me concerne, c'est l'Iran qui est le pays le plus important, donc je vais lui donner une bombe atomique comme cadeau, hein, si on peut le dire comme ça. Donc il y a un problème extrêmement grave, et cette tournée-là, c'est une tournée nécessaire, mais elle ne va pas réparer les pots cassés pour l'instant. Merci Zvi Mazel. J'ajoute qu'il y a eu un complot découvert dans un des États, les Émirats Arabes Unis du Golfe, qui visait à instaurer un califat. 41 personnes qui ont été interpellées dans donc, les Émirats Arabes Unis, en lien donc, avec la mouvance proche de l'État islamique. Merci Zvi Mazel, ancien ambassadeur d'Israël en Égypte. Dans un instant, on reviendra sur la situation donc, en Cisjordanie et puis sur l'image d'Israël. Est-elle écornée à l'extérieur, à l'étranger, par ce qui vient de se passer donc, à Douma et puis aussi lors de la Gay Pride à Jérusalem. Débat à suivre dans un instant, juste après la pause. À tout de suite. La suite du Grand Direct et donc la police israélienne qui a décidé d'ouvrir une enquête aujourd'hui sur les menaces qui ont visé personnellement le président de l'État, Reuven Rivlin, menaces dans le contexte où les extrémistes juifs sont ciblés par le gouvernement Netanyahou après la mort d'un bébé palestinien à Douma et puis celle aujourd'hui de l'adolescente israélienne âgée de 16 ans qui avait été poignardée lors de la Gay Pride à Jérusalem. Maxime Pérez. Sécurité renforcée pour Reuven Rivlin. Le président de l'État serait depuis peu la cible de menaces émanant de l'extrême droite israélienne. Accusé de traître, il paierait cette dénonciation du terrorisme juif quelques heures après l'incendie criminel qui a coûté la vie à un bébé palestinien dans le village de Douma. Les flammes de la haine et de la violence se sont propagées dans notre pays. Les flammes de croyances fausses et déformées. Ces flammes ont provoqué une effusion de sang au nom de la Torah, au nom de la moralité, au nom de l'amour pour la terre d'Israël. Sous le label du prix à payer, de jeunes extrémistes juifs appliquent la loi du talion. Ils multiplient des actions violentes qu'ils qualifient de représailles au démantèlement d'implantations ou de constructions jugées illégales en Cisjordanie, comme ce fut le cas à Bethel la semaine dernière. Leurs victimes, des lieux de culte musulmans ou chrétiens,
des agriculteurs palestiniens dont ils attaquent les terres et même des soldats israéliens. Ce n'est pas la première attaque de ce genre et ça ne sera pas la dernière, parce que c'est la politique pratiquée par le gouvernement israélien contre notre peuple. Les Palestiniens affirment avoir recensé 11 000 attaques en 10 ans. En somme, depuis le retrait de la bande de Gaza, un point de non-retour pour de jeunes juifs radicaux. Problème, selon l'ONG israélienne Yesh Din, 85% des plaintes de Palestiniens contre des habitants juifs sont classées sans suite. Au vu du tollé provoqué par la tragédie de Douma, l'immunité dont jouissent certains activistes juifs pourra difficilement perdurer. Première à évoquer une tolérance zéro, le ministre de la Défense Moshe Ya'alon a d'ores et déjà promis des sanctions exemplaires. Par exemple, l'idée d'imposer la détention administrative. Alors, on en parle avec nos deux invités. Bonsoir, docteur Rafi Walden. Vous présidez l'association de médecins pour les droits de l'homme. Bonsoir à vous, Gilles-William Gonadel. Vous êtes avocat et vous présidez Avocats sans frontières et l'association France-Israël. Alors, il y a plusieurs questions, évidemment, qui sont posées par ces drames, et notamment sur l'image, finalement, démocratique d'Israël. Est-ce qu'elle est remise en cause, à votre avis, par ces drames, et notamment celui de Douma, Dr Rafi Walden? Est-ce que la démocratie à l'israélienne ce soir est tout entière remise en cause par ce geste commis par des extrémistes juifs? Oui, écoutez, je suis bouleversé par l'horreur qui est arrivée à Douma, mais je ne suis pas surpris. Ce n'est pas un acte isolé par quelques fous furieux, c'est une tendance qui va en augmentant pendant les quelques dernières années, et qui devient de plus en plus dangereuse. Ce n'est pas la première maison qui a été incendiée. Heureusement, les locataires précédents des présidents ont réussi à s'enfuir à temps, mais il en était de peu. Et en plus, les quelques dernières années, il y a pas moins de 15 lieux de culte chrétiens et musulmans qui ont été vandalisés ou incendiés. En plus, il y a couramment les agriculteurs et les paysans palestiniens qui sont brimés par des colons, qui voient leurs oliviers coupés, qui voient leurs moissons brûlées, ils sont brutalisés. D'un côté, nous observons la diligence extraordinaire et l'efficacité des services de sécurité israéliens en tout ce qui concerne le terrorisme arabe. Mais on assiste à une impuissance flagrante en tout ce qui concerne le terrorisme juif, qui n'est pas, à mon avis, moins dangereux pour la démocratie israélienne que le danger qui est posé par l'attaque ou le terrorisme arabe. Ce n'est pas moins dangereux pour notre démocratie. Gilles-William Gonadel. Non, mais pour répondre directement à votre question, c'est un peu comme si vous me demandiez si après les attentats qui ont sangloté la communauté juive en France, il n'y avait plus de démocratie ici en France. Pardon de vous le dire, ça n'a pas de sens. Bon. Pourtant, il y a une remise en cause aujourd'hui à tous les niveaux de l'État. C'est un vrai examen de conscience pour Israël aujourd'hui. Écoutez, on a connu dans le passé de tels drames qui ont donné lieu, malheureusement, à de tels psychodrames. Il faut savoir raison garder. Ce que je veux dire, c'est que l'enfant qui est brûlé, je le considère comme mon enfant. Je ne fais aucune espèce de différence entre un enfant arabe de Palestine avec un enfant juif d'Israël. Aucune. Et ça n'est pas une précaution oratoire de vous le dire. Ceci posé, je n'ai pas eu besoin de cette affaire-là pour savoir qu'il y a au sein du peuple juif ou au sein du peuple israélien des crétins, des salauds et des extrémistes. Mais à partir de cette constatation, de cette triste constatation qui fait partie de l'humaine nature, d'essayer d'instrumentaliser la douleur de ses parents éplorés pour en tirer des lois générales, je ne peux pas suivre. Je ne peux pas suivre ça. Je ne peux pas le suivre parce que même la réponse au terrorisme arabe par les Israéliens n'a jamais été non plus parfaite. Je ne sache pas que Rabin et Peres aient pu arrêter tous les terroristes arabes pendant qu'on essayait de faire la paix d'Oslo, et je ne sache pas qu'on ait incriminé Rabin et Peres dans cette histoire. Donc, je ne voudrais pas qu'à travers ce cas épouvantable, on essaye à nouveau, comme on a toujours essayé, du temps de Sabra et Shatila, c'était Sharon le criminel de guerre. Lorsque le pauvre Rabin a été assassiné, c'est tout juste si c'est pas M. Netanyahou qui tenait le revolver. Et là, on a un gouvernement israélien qui n'est pas ma tasse de thé. Je dois vous avouer que la coalition actuelle ne me plaît pas. Elle résulte d'un système électoral tout à fait stupide et criminogène. Mais pour autant,
essayer d'accabler pour autant l'ensemble de la droite israélienne, je crois que ça n'est pas digne. Je vais vous dire franchement mon point de vue. Moi, pourquoi je suis fier de défendre la cause israélienne? C'est qu'actuellement, par rapport à ce drame épouvantable, la proportion des Israéliens qui soutiennent ce genre d'acte ignoble, elle est inquantifiable. Elle est peut-être de l'ordre de 0,03%. Lorsqu'il y a eu le drame d'Itamar, avec la famille Fogel, où des terroristes arabes de Palestine sont allés même jusqu'à chercher le petit enfant sous son lit qui pleurait, et qu'on a égorgé, il y a eu 60% des Arabes de Palestine qui ont approuvé l'acte. La réalité, elle est là. La réalité, elle est incontournable. Je ne dis pas que toute la politique qui est faite, elle est formidable. Mais l'extrême gauche israélienne, qui s'en donne aujourd'hui à cœur joie pour accabler le camp d'en face, n'a jamais été capable. Depuis le temps où je regarde ça, et croyez-moi, je n'ai pas la religion des territoires, n'a jamais été capable de nous trouver des interlocuteurs valables. Les interlocuteurs que nous avons, c'est monsieur Abou Abbas, n'est-ce pas, qui est, je le revois encore, embrassant sur les deux joues Samir Kountar au Liban. Samir Kountar qui avait écrasé une petite fille avec à coups de pierre. Donc vous comprenez, lorsque je vois des gens comme ça nous expliquer que finalement c'est l'ensemble de la politique israélienne qui d'une certaine manière serait responsable de la mort épouvantable du petit enfant, je dis que c'est un peu indigne. Alors, je regrette, mais cette comparaison est absolument inadmissible. Parce que je ne crois pas que nous devons nous démontrer notre valeur et notre morale en comparaison avec les horreurs que font les terroristes palestiniens. Ce n'est pas du tout de ça qu'il s'agit. Il s'agit maintenant purement et simplement du terrorisme juif contre les Arabes. C'est ça le sujet, et non pas toutes les accusations que nous avons, que j'admets d'ailleurs, du côté du terrorisme arabe. Mais il y a un autre aspect qui, je crois, est très important. Ce ne sont pas des malfaiteurs de droit commun. Ces criminels sont poussés par une idéologie. Et j'ai honte de dire une idéologie qui est basée sur la religion. Et ça, c'est vraiment une abomination. C'est un détournement abominable des principes de base du judaïsme. Et je suis vraiment révolté par le fait qu'ils présentent ces actes inadmissibles comme soi-disant une directive directe de la Torah ou de la religion juive. Je crois que vraiment ça, c'est une abomination. Vous savez, chaque semaine, nous lisons une portion de la Torah dans les synagogues. La portion de cette semaine, on a mentionné entre autres les 10 commandements. Un des 10 commandements, c'est « tu ne tueras point ». Et ces gens qui se présentent comme religieux, avec des grandes kippotes, avec leurs titites qui volent au vent, ce sont eux qui sont des criminels envers la religion juive proprement dite. Vous savez, dans notre religion, il y a aussi les prescriptions qu'il faut... disons, avoir non seulement la tolérance, mais aussi tous les regards envers l'étranger, ce qu'on appelle le guerre en hébreu. C'est mentionné 36 fois dans la Torah, plus que n'importe quel commandement de notre comportement, plus que le Shabbat ou la Kashrut, etc. Et bien tout ça aussi, ce n'est pas respecté du tout par cela. Il y a chez nous même des... Est-ce que ça représente pour autant une majorité ? Ça ne représente certainement pas une majorité, mais ils sont soutenus par certaines autorités rabbiniques. Vous savez qu'il y avait une vingtaine d'années, il y a eu un horrible massacre dans une mosquée à Hébron, où un juif a massacré 39 fidèles pendant leur prière. Eh bien, à la suite de ce massacre, un rabbin a écrit un livre d'éloges pour ce Goldstein. Il y a un autre rabbin qui s'appelle le rabbin Ginsburg, qui a écrit un livre dans lequel il déclare qu'il est autorisé de tuer un non-juif, même un enfant, parce qu'il risque, en grandissant, de devenir un criminel, de devenir un terroriste. Alors donc, ces fous furieux, ils ne sont pas créés d'un vide. Ils sont soutenus par une certaine idéologie, et j'ai honte de le dire, c'est une idéologie qui est soutenue par des rabbins, par des autorités religieuses. Vous avez l'impression? Il n'y a aucun doute que ces fous furieux, comme le dit très bien mon contradicteur, ne méritent aucune pitié. Et il est très possible également qu'on trouve certains rabbins dévoyés qui puissent excuser ou même faire l'apologie de ce geste. Il n'en demeure pas moins, monsieur, il n'en demeure pas moins que on peut parfaitement, lorsqu'on est juif ou juif religieux comme vous, être d'une sévérité extrême pour ces gens-là. Moi qui pense que le ciel est vide, je suis d'une égale sévérité. Mais pour autant, pardon de vous le dire,
Mais je n'ai pas pour autant, bien entendu, qu'il faut être hospitalier à l'égard de l'étranger et compréhensif par rapport à l'étranger. Mais ça n'est pas pour autant qu'on doit avoir une sorte de dilection pour l'altérité. Nous ne vivons pas dans un monde idéal. Et lorsque vous parlez, par exemple, des fous de Dieu, pardon de vous le dire, mais Dieu merci, si j'ose dire, les Juifs que vous stigmatisez à juste raison n'arrivent pas à la cheville des crimes commis au nom de l'islam. Et là, ce ne sont pas des rabbins dévoyés qui sont aux commandes. Vous avez toute une partie de l'islam radical que l'on voit aussi à l'œuvre au Hamas ou ailleurs, qui justement crée la tension ici. Donc, si vous voulez, entre le fait que vous ayez raison d'être d'une sévérité extrême, mais en même temps que, d'une certaine manière, vous semblez, je ne veux pas vous faire de procès d'intention, mais vous semblez moins sévère envers les ennemis d'Israël, y compris d'ailleurs parce que les colons, vous parlez de l'extrémiste, mais des colons, mais permettez-moi de vous le dire, vous avez des gens que vous appelez les colons qui vivent en Judée-Samarie et qui ne méritent pas pour autant la mort. Lorsqu'on a jeté une pierre il n'y a pas longtemps sur une petite fille qui est morte ensuite dans d'atroces souffrances, j'aurais bien voulu que le président de l'État aille voir Madame Bitton, sa mère, pour présenter ses condoléances. Même, vous savez, je n'ai pas encore une fois le culte des implantations, mais je crois qu'un juif a le droit de vivre assez paisiblement en Judée, sans qu'on puisse, comme dans une certaine partie de l'extrême gauche, considérer qu'après tout, ce qui leur arrive finalement, ils l'ont bien cherché, ils n'ont pas à se trouver là. Imaginez un seul instant qu'en France, on puisse utiliser ce même raisonnement, par exemple, par rapport aux travailleurs clandestins, par rapport aux irréguliers. À mon avis, un juif a davantage raison de se trouver en Judée que ces gens-là. Vous imaginez quel tollé il y aurait en disant, après tout, ces irréguliers, ces sans-papiers, s'il leur a arrivé quelque chose, c'est bien fait pour eux. Il faut quand même avoir conscience de ce que, si j'épousais d'une certaine manière la phraséologie d'une partie de l'extrême gauche, eh bien avec le même raisonnement, je pourrais dire que c'est l'extrême gauche ou ce sont les Arabes qui ont poussé au désespoir ces jeunes dévoyés. Mais ça ne me viendrait même pas à l'idée de leur trouver le début d'un commencement d'excuses. Un acte est un acte. Une horreur était une horreur. Et moi, je fais porter l'entière responsabilité sur ces jeunes. Je suis persuadé, je fais absolument pas de procès d'intention au gouvernement israélien ou à la police israélienne. Je suis persuadé que si on les appréhende, on les punira avec toutes les rigueurs de la loi. Et donc je vois déjà se dessiner dans une partie de la classe politique qui, d'une manière générale, ne brille pas ni par l'esprit ni par la morale, toutes tendances confondues. Je vois déjà une partie de la classe politique israélienne que je situe à l'extrême gauche qui aimerait se refaire une santé sur le dos de ces malheureux. Ça n'arrivera pas. Parce que la très grande majorité du peuple israélien n'est pas dupe. Il sait bien que, bien entendu, on peut avoir un avis critique sur la politique actuelle, et pourquoi non. Mais il sait très bien quand même que ces choses-là sont très compliquées, qu'il y a constamment la pression du terrorisme, et du terrorisme cette fois-ci arabe, et que par conséquent, il n'y a pas de place. Monsieur, il n'y a pas de place beaucoup au simplisme. Il n'y a pas de place beaucoup à l'amalgame. J'entends l'extrême gauche constamment dire pas d'amalgame en parlant du fanatisme musulman, en disant les musulmans n'ont strictement rien à voir avec l'islamisme radical. Alors, avec cette même façon de penser, je vous dis très franchement, pas d'amalgame. Bon, de nouveau, je n'accepte absolument pas la comparaison qu'on peut faire entre les actions qui sont faites ici et avec le terrorisme palestinien, le terrorisme musulman de l'extrême. Les réactions de l'autorité palestinienne qui sont montrées du doigt par Netanyahou aujourd'hui, qui dit que ce ne sont pas les mêmes réactions que nous avons, nous,
que celle qu'a Abbas. D'accord, je ne l'attends pas, je n'ai pas besoin d'une leçon de morale des Palestiniens. J'ai mes propres critères de morale, de la morale juive, et je n'ai pas besoin de la comparaison avec Boko Haram ou avec ISIS pour dire que nous sommes meilleurs qu'eux. Cette comparaison est absolument inadmissible a priori. Et d'ailleurs, il y a un autre élément qui, je crois, est très grave, c'est la clémence des tribunaux en Israël. Vous savez, tout récemment, il y a 2 voyous qui ont été appréhendés après avoir brûlé une école mixte judéo-arabe. Ils ont reçu 2 ans de prison. À la sortie du tribunal, ils ont fait un grand sourire narquois en disant « ça valait la peine ». Donc c'est un autre élément. Et le fait est que je ne sais pas quel est le pourcentage de la population. Il y a certainement un infime pourcentage qui participe activement à ces actes de terrorisme juif, mais il y a une proportion pas négligeable de la population qui l'approuve. Certains qui le soutiennent directement, comme ces rabbins, et d'autres qui l'approuvent d'une façon tacite. Et ça, c'est extrêmement grave pour la démocratie israélienne. Merci à tous les deux, Gilles William Golnadel, merci Dr Rafi Walden. On en reparlera dans une vingtaine de minutes également. On retrouvera encore nos envoyés spéciaux à Douma et puis à Gush Etzion où avait lieu cette manifestation œcuménique. La situation en Turquie et entre la Turquie et le PKK, l'escalade qui se poursuit. Le Parti des travailleurs du Kurdistan a revendiqué un attentat kamikaze aujourd'hui qui a visé une gendarmerie dans le sud de la Turquie faisant plusieurs victimes, des militaires. L'aviation turque a riposté en pilonnant les positions du PKK en Irak et au moins 10 civils auraient été tués selon les sources kurdes. Joseph Emmanuel. 2 soldats turcs tués, des dizaines de blessés dans un attentat suicide perpétré dans la nuit de samedi. Le gouverneur turc de la région d'Agri accuse sans détour les Kurdes du PKK. L'attaque a été menée au moyen d'un tracteur transportant 2 tonnes d'explosifs. Il s'agit du premier attentat suicide de ce type depuis la reprise du cycle de violence entre la rébellion kurde et les forces turques. Depuis une semaine, les attaques commises par le PKK contre des cibles turques sont presque quotidiennes. Des attaques qui ont fait une vingtaine de victimes dans les rangs des forces de l'ordre turques. L'armée mène de son côté des raids massifs contre les positions de la guérilla kurde dans les montagnes du nord de l'Irak. Près de 300 combattants kurdes y ont été tués. Un cycle de violence qui n'est pas près de prendre fin. Le Premier ministre turc, Ahmet Davutoglu, appelle à une lutte synchronisée contre la terreur, une lutte dans laquelle il ne différencie pas les rebelles kurdes des djihadistes de l'État islamique. Depuis Souleymania, dans le Kurdistan irakien, la foule s'insurge contre ce qu'elle considère comme un non-sens. Je me demande comment est-il possible que la Turquie vienne frapper nos forces populaires de défense qui combattent Daesh. Cela veut dire que le gouvernement turc protège les islamistes et combat tous ceux qui se battent réellement contre l'État islamique. Une foule en colère également contre Massoud Barzani, le président de la région autonome kurde d'Irak. Il a appelé le PKK à se retirer de son territoire pour mettre fin aux raids de l'aviation turque et éviter que des civils ne soient tués. Le parti de Massoud Barzani a toujours eu des désaccords avec le PKK, même s'il a autorisé les combattants de cette guérilla à établir leur camp dans les montagnes du Kurdistan irakien. Les Kurdes sont la plus grande nation sans État, dispersée entre l'Irak, la Syrie, l'Iran et la Turquie. Ils réclament depuis des décennies leur indépendance. Mais ils savent qu'une indépendance pourrait constituer un suicide politique dans le cas où les Américains seraient amenés à abandonner les Kurdes d'Irak. Le Moyen-Orient secoué aujourd'hui comme il l'était il y a exactement tout juste 25 ans. Et cette fois, c'est le coup de force de Saddam Hussein qui allait mettre le feu aux poudres. Le dictateur irakien s'emparait en quelques jours de son voisin koweïtien, ce qui allait déclencher la première guerre du Golfe. Rappel, Maël Benoliel. Nous sommes le 2 août 1990, il est 2 h du matin. Les divisions de la garde républicaine irakienne et les forces spéciales de l'armée de Saddam Hussein sont les premières à entrer sur le sol koweïtien. Le Koweït n'a pas les moyens de résister. La petite monarchie pétrolière est envahie par l'Irak. En quelques heures, l'armée de Saddam Hussein prend le pouvoir et installe son propre gouvernement. L'émir Jaber, 3e du nom, qui gouverne alors le Koweït, prend la fuite vers l'Arabie saoudite. Dans les jours qui suivent, un demi-million de Koweïtiens lui emboîtent le pas et fuient le pays à leur tour.
Le Conseil de sécurité des Nations Unies condamne l'invasion irakienne et exige que l'Irak retire toutes ses forces déployées au Koweït dans les plus brefs délais. Une invasion également dénoncée par l'ensemble de la communauté internationale qui finit par l'intermédiaire des États-Unis par lancer un ultimatum à Saddam Hussein. Se retirer du Koweït ou faire face à la guerre. Pendant 7 mois, les forces de Saddam Hussein pillent les richesses immenses de l'émirat koweïti. Plus de 1000 civils sont tués pendant l'occupation irakienne. Trop, c'est trop pour les États-Unis. Après une série de négociations infructueuses entre la communauté internationale et l'Irak, la guerre du Golfe éclate à la mi-janvier 1991. Pendant 1 mois et demi, les forces de la coalition bombardent plusieurs sites militaires et parviennent à décimer l'armée de l'air irakienne. Le Koweït est définitivement libéré fin février. L'émir Jaber rentre au pays après plus de 8 mois d'exil. 25 ans après, les raisons qui ont poussé Saddam Hussein à envahir le Koweït restent opaques. Mais pour beaucoup, cette invasion est à n'en pas douter la plus désastreuse erreur de l'ancien dictateur irakien. Forte chaleur et vent, les ingrédients réunis aujourd'hui ont favorisé le développement de plusieurs feux de forêt importants dans la région de Jérusalem. Des maisons ont même été endommagées et des centaines de personnes ont dû être évacuées. Océane Nicole. Ce dimanche, un immense incendie s'est déclaré dans la ville d'Even Sapir, dans la banlieue sud-ouest de Jérusalem. Plus d'une vingtaine d'équipes de pompiers ont été mobilisées, ainsi que 8 Canadair pour tenter de mettre fin aux flammes. Tous les habitants de la ville ont été évacués et la police a également fermé la circulation. Le feu a commencé à arriver vers la ville. Selon ce que je sais maintenant, une maison est en feu et un poulailler a été endommagé. Le feu est entré dans la ville et la police a évacué les résidents. Je n'ai pas pu voir plus parce qu'ils ne me laissent pas trop près de la zone, mais il y a une véritable frénésie, un grand désordre. 3 pompiers ont été blessés pendant l'opération et un a même été transporté à l'hôpital. Une enquête a été ouverte afin de déterminer l'origine de cet incendie. Pour l'heure, aucune piste n'est privilégiée. L'Europe face au problème des migrants. Si vous n'êtes pas content, rentrez chez vous. Voilà ce qu'a dit aujourd'hui assez crûment le président tchèque Zeman après des émeutes perpétrées par des migrants originaires du Moyen-Orient dans plusieurs camps de réfugiés tchèques. En France aussi, la situation devient intenable dans la région de Calais, entre la France et l'Angleterre par le fameux tunnel sous la Manche. Océane Nicole. C'est la priorité absolue pour Paris et Londres. Le ministre de l'Intérieur français, Bernard Cazeneuve, et son homologue britannique souhaitent régler au plus vite la question des migrants. À Calais, ils sont de plus en plus nombreux à vouloir traverser la Manche à tout prix, quitte à y risquer leur vie. Ces derniers jours, plusieurs personnes ont péri en voulant traverser l'Eurotunnel. Et malgré les centaines de policiers présents sur place, les tentatives d'intrusion se font toujours. Quand une personne a un objectif, la route lui paraît facile. Elle oublie rapidement les difficultés qu'elle a affrontées en route et elle dit aux futurs migrants « c'est facile, vous passerez », ce qui encourage les gens à franchir le pas. Plusieurs mesures ont été prises par l'Angleterre et la France afin de lutter contre l'arrivée massive de ces réfugiés clandestins. 10 millions d'euros ont été rajoutés par Londres pour renforcer la sécurité du site de l'Eurotunnel. Également la construction de nouvelles clôtures et barbelés ainsi que l'envoi de renforts supplémentaires de policiers français font partie de ces mesures. Je souhaite également que ce travail de démantèlement des passeurs se fasse par davantage de coopération entre la police britannique et la police française. Nous allons le faire davantage encore que nous le faisons. Nous allons aussi procéder à des reconduites à la frontière ensemble. Mais selon les 2 ministres de l'Intérieur, la France et la Grande-Bretagne ne doivent pas agir seuls. Ils appellent à une mobilisation européenne, voire même internationale. Selon eux, la France n'est qu'un pays de transit. Les migrants présents à Calais pour rejoindre l'Angleterre passent avant par l'Italie ou encore par la Grèce. Selon l'Organisation internationale pour les migrations, depuis le début de l'année 2015, ce sont plus de 150 000 migrants qui ont rejoint l'Europe par la mer. Les États-Unis s'apprêtent à prendre un virage historique en matière de protection de l'environnement et c'est Barack Obama lui-même qui va l'annoncer demain en grande pompe. Joseph Emmanuel. C'est un plan de lutte inédit que s'apprête à annoncer Barack Obama. Le plan Clean Power constitue une avancée encore jamais franchie par les USA dans la lutte contre les changements climatiques. Une lutte contre les émissions de gaz à effet de serre
qui est devenu l'un des combats majeurs de la Maison-Blanche. Objectif, 30% de réduction des émissions pour l'année 2030, des émissions de CO2 provenant essentiellement de la production d'électricité. Ce plan augure d'une transformation notable du secteur de l'électricité car il encourage le passage aux énergies renouvelables aux dépens de la production d'énergie à partir du charbon. Et les inquiétudes de l'Amérique sont également les inquiétudes du monde. Il y a 2 jours, l'ONU soulevait le problème. Le Conseil de sécurité souligne à juste titre la menace du changement climatique, une menace pour la paix et la sécurité internationale. L'élévation du niveau de la mer, la disparition des récifs coralliens et l'augmentation de la fréquence et la gravité des catastrophes naturelles aggravent les conditions qui conduisent au déplacement de communautés. Et la communauté des contestataires se fait déjà entendre aux États-Unis. Des groupes d'industriels ou même des élus d'États dépendants d'une énergie fossile élèvent la voix. Ils accusent l'administration Obama d'être responsable d'une future hausse du prix de l'électricité. En réponse, la Maison-Blanche estime que ce plan marque le coup d'envoi d'une offensive sans précédent en faveur du climat. Un coup d'envoi en grande pompe avec une communication impeccable. Si vous croyez comme moi qu'il ne faut pas condamner nos enfants et nos petits-enfants à vivre sur une planète asphyxiée, je vous demande de partager ce message avec vos amis et votre famille. La vidéo, mise en ligne sur le site même de la Maison-Blanche depuis quelques jours, a déjà été visionnée des millions de fois. Le président américain y explique que le changement climatique est une menace pour l'économie, pour la santé, mais également pour la sécurité des États-Unis d'Amérique. Et puis un mot du voisin américain, le Canada. De nouvelles élections générales sont programmées pour le 19 octobre prochain, après que le Premier ministre Stephen Harper ait dissous aujourd'hui le Parlement. Principaux enjeux, la sécurité et l'économie, car le Canada vient d'entrer officiellement en récession. On va se retrouver dans 10 minutes pour parler de la situation en Cisjordanie et en Israël, après le journal. À tout à l'heure. Suite du grand direct et donc toujours les suites de ce qui s'est passé à Douma vendredi dernier avec ce soir le cabinet de sécurité israélien qui approuve la proposition du ministre de la Défense visant à étendre aux Israéliens la mesure dite de la détention administrative, ce qui permettra d'interpeller des suspects et de les garder en prison sans jugement pendant un laps de temps plus ou moins long. Également aujourd'hui, le décès d'une des victimes de l'attaque au couteau qui a visé la Gay Pride à Jérusalem. Bref, Israël sous le choc, la classe politique qui s'interroge. Y a-t-il justement une explication politique à cette situation et à cette dérive de ce que l'on appelle le terrorisme juif ou l'extrémisme juif? On va en parler avec nos invités. Bonsoir Lali Doré. Vous êtes journaliste, rédactrice en chef pour le site Isra Press. Bonsoir Laurent Siget. Vous représentez le parti Yesh Atid de Yair Lapid. On a vu qu'il a eu un peu de mal à s'exprimer hier lors de la manifestation de Tel Aviv qui était organisée par les associations de gauche. Et puis on a nos envoyés spéciaux également. On va retrouver tout de suite d'ailleurs Léa Volbert qui est à Douma, le village d'où est originaire donc la famille palestinienne touchée de près par ce drame. Léa Volbert, on vous retrouve pour savoir d'abord si la situation s'est calmée de nouveau après les tensions de tout à l'heure et les nouveaux affrontements qui ont eu lieu. Oui, c'est un retour au calme ici à Douma, un calme précaire, on le sait. L'armée reste sur place. Je vous rappelle qu'elle est arrivée il y a environ 1 heure après les derniers affrontements au cours desquels une cinquantaine de très jeunes Palestiniens sont venus affronter l'armée, les soldats israéliens ici sur place avec des jets de pierre, des cocktails Molotov également. L'armée israélienne a répliqué avec des jets de gaz lacrymogène sans faire aucun blessé. Le calme revient donc ici à Douma. On ne sait pas pour combien de temps puisque l'armée nous confiait qu'il y avait de fortes possibilités pour que ces jeunes Palestiniens reviennent dans la nuit. On a vu aujourd'hui, Léa Volbert, une manifestation de solidarité quand même de la part d'Israéliens juifs qui sont venus dans ce village de Douma.
Effectivement, oui, parallèlement à ces derniers affrontements, une vague de manifestations de solidarité s'est produite ici à Douma. Plusieurs cars sont arrivés avec des dizaines, des centaines de personnes. Plusieurs voitures sont venues de partout en Israël. Beaucoup de Palestiniens, bien entendu, sont venus manifester leur soutien, présenter leurs condoléances à la famille des victimes de ce crime, mais également des Juifs orthodoxes qui sont venus manifester leur solidarité, des catholiques également. Le curé de l'église de Naplouse a fait le déplacement, et puis également une responsable de l'autorité palestinienne proche de Mahmoud Abbas est venue présenter également ses condoléances à la famille d'Awajbe. Merci Léa Volbert. Donc en direct de Douma, on retrouvera dans un instant Maxime Pérez qui lui est dans le Gush Etzion. Alors, la Lideré, on voit que ce soir il y a un vrai trouble dans la classe politique israélienne. D'abord, est-ce qu'il faut politiser cette affaire? Est-ce que pour vous c'est normal qu'on entende aujourd'hui finalement la gauche dire que c'est la conséquence de la politique menée par une certaine droite, ce qui s'est passé à Douma par exemple ou à Jérusalem? Ce que je regrette énormément cette récupération, parce que j'appelle ça de la récupération. Je pense que dans un moment aussi terrible, et alors qu'un drame vient de se dérouler, un drame qui déchire l'écrasante majorité des Israéliens et l'écrasante majorité de la droite et des habitants de Judée-Samarie, je pense que le moment n'est pas venu de se tirer les uns sur les autres et de dire que c'est la faute de notre rival politique. J'ai énormément regretté ce qui s'est passé hier à la manifestation de Tel Aviv, où les gens de droite qui sont venus pour s'exprimer, ou les gens religieux qui sont venus pour s'exprimer. Il y avait même un homosexuel, un rabbin homosexuel qui était là-bas, qui s'est rendu là-bas. On n'a pas laissé parler. Le ministre Steinitz n'a pas, il a été sifflé. Je pense que justement pour un camp qui se dit ouvert et progressiste et libéral, je pense que qu'il est extrêmement grave, qu'il ne donne pas la parole à ceux qui ne pensent pas comme lui. Je veux dire que quand on veut combattre la haine, alors combattre la haine, c'est combattre le fait de ne pas laisser l'autre s'exprimer. À partir du moment où c'est exactement on interdit à une personne qui ne pense pas comme moi de s'exprimer, alors c'est aussi une forme de haine, une forme d'empêcher l'expression de l'autre. Je suis entièrement d'accord qu'il faut laisser les gens s'exprimer. Néanmoins, je crois qu'il y a, surtout du côté des homosexuels qui étaient présents hier, une certaine fatigue de se faire tirer dessus une fois tous les 6 ans, et puis d'entendre certains hommes politiques de certains partis politiques venir essayer de récupérer cela en promettant beaucoup de choses. Vous savez que les gens qui ont été blessés au Bar Noir n'ont toujours pas reçu. C'était un bar homosexuel de jeunes gays, il y a 6 ans. On leur a fait beaucoup de promesses. C'était le même gouvernement à l'époque. Aucune des promesses n'a été tenue. Donc les gens sont un peu fatigués de promesses. Je sais bien qu'à droite, vous avez toujours l'impression qu'on doit toujours être unis. Mais il n'y a pas d'unité aujourd'hui. Il faut faire un lien très solide entre tous les événements qui se sont déroulés depuis 1 an. Il faut regarder ce qui s'est passé lors des dernières élections. Le Premier ministre, quand même un Premier ministre qui a été élu déjà pour la 3e fois, a fait une déclaration par rapport à la population arabe que si elle avait été faite en France en disant si les Youpins arrivaient pour voter en masse, si un président ou un Premier ministre en place aurait osé dire une chose pareille, ça ne serait pas passé évidemment en Europe. Ici, il y a eu d'abord Netanyahou. Puis vous avez aussi, il faut faire un lien entre tout ce qui se passe dans la société israélienne. Vous avez aussi, au Bétar de Jérusalem, on refuse d'avoir un musulman. Vous avez une organisation qui s'appelle la Familia. Il y a un climat qui favorise ça. Puis vous avez une organisation qui s'appelle l'Ahava, et qui est une relation de type d'extrême droite, de type messianique, qui veut, eux, s'occupe des mariages mixtes, des mariages blancs, des mariages noirs. Eux, ils sont pour la pureté de la race juive, c'est comme ça qu'ils se définissent. Puis vous avez ce qui s'est passé à la Gay Pride, et puis maintenant, vous avez le fait ce qu'on appelle le Noir Agvot, ce sont les jeunes des collines. Je sais, ça fait un peu petite maison dans la prairie, Laura Engel, mais ce ne sont pas des gens qui représentent, qui sont du type de Laura Engel, il faut comprendre. Les Noir Agvot, ce sont des gens qui, pendant la dernière année, ont brûlé en Cisjordanie plus de 18 maisons palestiniennes, qui ont assassiné Mohamed Abou Khder en lui injectant du pétrole dans la bouche, en lui jetant une
une allumette dans la gorge et en le brûlant de l'intérieur. Vous avez eu un attentat à la Gay Pride, vous avez une école judéo-arabe qui a été brûlée à Jérusalem il y a quelques mois, vous avez un attentat terroriste contre la famille palestinienne avec le bébé maintenant qui est mort, vous avez des synagogues réformées et des synagogues conservatrices qui sont régulièrement prises à partie par tous ces mouvements d'extrême droite. Et tout ça, pas de problème, ça passe. Alors, il y a un climat aujourd'hui qui permet à l'extrême droite de type nationaliste, messianique, de se propager sans être inquiété. On a arrêté personne sur les 18 maisons qui ont été brûlées en Cisjordanie pendant la dernière année. Ce n'est pas normal, on le sait. Le Shabak, qui est le contre-espionnage israélien, se plaint déjà depuis longtemps auprès du gouvernement qu'on ne lui donne pas des mesures. Maintenant, aujourd'hui, ils se sont réveillés parce qu'il faut un bébé brûlé et quelques titres sur CNN pour se rendre compte que ça ne va plus. Ça ne va plus, ce genre de situation. On ne peut pas accepter un développement du type fasciste en Israël. Moi, je me suis fait insulter aujourd'hui par les amis de Madame. Elle n'en est pas responsable parce que nous avons de très bonnes relations sur Facebook et même en dehors de Facebook. Mais je me suis fait aujourd'hui insulté pour avoir dénoncé ces gens-là. On m'a menacé en me disant, des gens qui sont sur votre page Facebook, qui vous ont proposé ce soir, qui vous ont dit qu'ils vous souhaitaient bonne chance ce soir, m'ont carrément insulté de nazis, d'hitlériens, de fils de... Je ne continuerai pas à vous dire tout. Et tout ça parce que j'ai osé mettre sur ma page Facebook qu'il y avait probablement des juifs qui avaient tué un bébé arabe. Alors, eh bien, vous comprenez, nous sommes à la naissance d'un fascisme de type israélien auquel il va falloir faire face. Je pense que vous mélangez beaucoup de choses. C'est-à-dire que maître Shissel, la personne qui a assassiné, qui a commis le crime d'assassiner cette jeune fille à la Gay Pride, le traité d'extrême droite, je trouve que c'est complètement ridicule. Le mec il n'est même pas sioniste, il n'est pas sioniste. Non, une seconde, je voudrais que vous me laissiez parler. Je vous ai laissé parler, laissez-moi parler. D'accord ? Mettre tout le monde dans le même panier, c'est la plus grosse erreur qu'on puisse faire. Parce que s'il y a un ennemi aujourd'hui, c'est le manichéisme. C'est-à-dire de dire qu'il y a le blanc et il y a le noir. Il y a ceux qui sont bons et il y a ceux qui sont il y a ceux qui sont méchants. D'accord ? J'habite dans un Hitchouv, dans une localité au-delà de la ligne verte, en Samarie. L'écrasante majorité des habitants de cette localité sont complètement choqués depuis vendredi par ce qui s'est passé. Ils pleurent et ils crient une seconde. Encore une chose que tout de même, un bébé brûlé, ça choque quand même les gens. C'est quand même, s'il me paraît normal, ça doit pas être... on va pas vous allumer non plus un cierge parce que vous êtes choqué du fait qu'on ait brûlé un bébé vif. Je refuse de parler dans ces conditions parce que moi je vous ai laissé passer tranquillement. Je comprends que vous ayez énormément de douleur et qu'en plus c'est un espèce de plateau d'argent. Vous en avez aussi. Laissez-la finir. C'est très difficile comme ça de parler. J'ai énormément je n'ai pas besoin d'exprimer et de montrer au monde la douleur que je ressens. La douleur que je ressens, j'en ai fait part à tous ceux qui avaient besoin de l'entendre et ils sont au courant. Je refuse que ce crime soit récupéré par une certaine partie de la scène politique israélienne pour jeter l'opprobre sur toute une partie de la population, sur 400 000 habitants de la Judée-Samarie. Nous n'avons rien à voir. Nous n'avons rien à voir. Nous n'avons rien à voir avec les jeunes des collines. Vous les avez montrés du doigt. La personne qui ont assassiné Mohamed Abourdir l'année dernière n'étaient pas des jeunes des collines et n'habitaient pas. Non, n'étaient pas des jeunes des collines, ils habitaient, mais enfin... C'est la même tendance, c'est le même groupe, c'est la même idéologie. Yigal Amir habitait Herzliya, personne n'a jamais accusé tous les habitants d'Herzliya d'avoir tué Rabin. En tout cas, ce n'est pas votre lieu, votre domicile qui fait de vous un Noir Agvaot. Ces gens-là ne font pas partie... C'est une idéologie. Oui, mais cette idéologie n'est partagée par personne ou quasiment personne à l'intérieur de la droite israélienne et du sionisme religieux. Et je trouve désolant que vous mettiez tout le monde dans le même panier au lieu de... Regarde une seconde, au lieu de lutter ensemble contre ce phénomène-là, au lieu de lutter avec nous, de nous donner les moyens justement de contrer ces personnes-là et de faire en sorte qu'ils soient jetés de nos localités, jetés de notre justement de cette société. Non, ce n'est pas notre problème, c'est le problème de toute la société. En 1995, lorsque Rabin a été assassiné, nous sommes 20 ans plus tard et vous êtes toujours au même endroit. Vous dites toujours, venez, aidez-nous à nous débarrasser de nos extrémistes. Mais débarrassez-vous de vos extrémistes. Mais quand je vais vous dire, Lali, j'ai aussi ici, on parle, il y a une jeune fille aujourd'hui qui est morte parce qu'elle était ou homosexuelle ou apparentée homosexuelle. Ça n'a rien à voir avec la droite, enfin. Mais non, enfin, comment ça vous n'a pouvez rien à voir. Alors je vais vous citer aujourd'hui
Les citations qui ont été faites par les membres du foyer juif. Le foyer juif, c'est un parti politique. Le foyer juif est un foyer... De Bennett. Ce ne sont pas des sionistes religieux. Alors voilà. Nissan Slomiansky, président de la commission a dit que l'homoparentalité c'est équivalent à la destruction de l'État d'Israël. Shmuel Eliyahu, qui est un des plus grands rabbins du sionisme religieux en Israël, a dit que c'est une maladie qui doit être guérie. Schmoudrik, je ne veux même pas vous le citer, c'est celui qui a parlé de ce qu'on appelle le défilé des behemoths, c'est-à-dire le défilé des bêtes à la place de la Gay Pride. Et alors, je ne parle même pas de Ben Dahan, qui est numéro 3 sur la liste du foyer juif, qui lui a dit que c'était l'homosexualité, c'est la fin du peuple juif. Tout ça, ça crée une ambiance. On ne peut pas avoir, sur 15 députés du foyer juif, 10 homophobes, et puis envoyer Bennett avec son sourire, avec son petit sourire narquois, en train de vouloir dire que lui, il est pour l'égalité. Ça ne va pas. Si vous mettez 15 homophobes sur votre liste, vous devez prendre les responsabilités de gens que vous mettez. Ils font partie de la droite, ils font partie de la droite religieuse, de la droite sioniste et la droite nationaliste, qui est une droite aussi de type messianique. Ils ne sont pas homophobes, ils ne sont pas homophobes. Non, ils ne sont pas homophobes. Ils ne sont pas homophobes. L'intégration, Uri Ariel, ministre, l'intégration des homosexuels à l'armée signifie la fin de l'armée. Très bien. Ça, c'est carrément. C'est pas l'homophobie. Voilà. Vous avez le monopole. Non, mais c'est pas l'homophobie. Alors, vous avez le monopole de. Justifiez-moi ça. Vous savez ce qu'on va faire? On va retrouver Maxime Pérez qui va vous montrer, parce qu'à Gush Etzion, on est au-delà de la ligne verte, vous allez répondre dans un instant, mais il va nous montrer qu'on peut avoir là aussi de l'œcuménisme et qu'on n'est pas du tout dans le cliché auquel on pourrait s'attendre. Maxime Pérez, il y a eu ce soir justement une manifestation qui voulait rassembler. Oui, volonté très claire d'apaiser les esprits ici dans le Gush Etzion, ce lieu qui incarne pour beaucoup d'Israéliens le souvenir de ces 3 adolescents kidnappés l'an passé par une cellule du Hamas. Il y a aussi ici beaucoup d'attaques à la voiture bélier, des attaques au couteau menées par des Palestiniens, mais pourtant ici les Palestiniens et les Israéliens qui vivent côte à côte dans des villages ou dans des implantations tentent de diffuser un autre message. Et ce soir, quelques centaines de personnes ont mené, juifs bien sûr et musulmans, des prières écuméniques pour dire que la coexistence pouvait toujours exister. Évidemment, ce sont des voix minoritaires. Les Palestiniens étaient beaucoup moins nombreux que leurs voisins israéliens. Ils ont peur évidemment de s'afficher publiquement. Ils ont peur des sanctions, des représailles dans leur village. Mais il faut rappeler, c'est le message en tout cas de ces participants, qu'il y a en Cisjordanie, dans cette terre véritablement disputée, des échanges, une coopération au quotidien entre juifs et arabes. Et c'était donc le message de ce soir. Maintenant, la réalité sur le terrain, elle est tout de même quelque peu différente depuis quelques jours. Il y a un déploiement assez important de l'armée israélienne. Il y a bien sûr la crainte de représailles, d'attentats, de vagues même d'attentats contre des cibles israéliennes suite à l'incendie de Douma. Merci Maxime Pérez. Il va vous rester un peu de temps, mais je voudrais que vous répondiez. Là, il devrait, sans être interrompu cette fois par Laurent Siché. Non, je pense que c'est dommage qu'on en soit arrivé à ce débat-là. Vous parlez d'homophobie, moi je parle... le foyer juif est je vais vous dire un grand secret, le foyer juif est un parti religieux. Dans la Torah, d'accord, qui donc dicte la manière d'agir des religieux, il est écrit que l'homosexualité, l'acte homosexuel est interdit. À partir de là découle des positions qui ne plaisent pas aux homosexuels, et c'est tout à fait logique, et je comprends complètement que ça ne plaise pas aux homosexuels. Mais traiter d'homophobe toute personne qui refuse, par exemple, de permettre à 2 homosexuels de se marier, c'est un peu faire des raccourcis. C'est dire que, c'est encore une fois, c'est mettre tout le monde dans le même panier. C'est la même chose que je vous reproche exactement sur cette histoire de Douma, qui est un drame terrible sur laquelle j'ai pleuré pendant 2 jours. Mais vous... Est-ce que vous représentez la majorité des gens? Je représente la majorité. Eh bien, on ne les entend pas. Mais si, on les entend parce que vous n'avez pas envie de les entendre. Aujourd'hui, une vingtaine de rabbins ont signé une pétition qui est titrée « Tu ne tueras point ». D'accord? Tu ne tueras point dans le judaïsme, ça me semble de base. Mais d'accord, je ne sais pas pourquoi il faut rappeler les 10 commandements. Alors vous êtes un hypocrite. Vous êtes un hypocrite parce que quand je vous dis... savent ce qu'il faut faire en se mettant un doigt dans le nez pendant le Shabbat. Mais alors les 10 commandements, ça il faut le rappeler. La base
quand vous me demandez, est-ce que quelqu'un monte au créneau, quand quelqu'un monte au créneau, vous me demandez qu'on monte au créneau, ils sont montés au créneau, voilà, vous me dites, vous êtes un idole. Pas du tout. Mali Doré, Laurent Siget, malheureusement on n'a plus le temps, on vous réinvitera, mais plus calme. Merci. Julien Balloux dans un instant.